Alors bonsoir messieurs, ce soir on va parler sur la parashat Matot Massé et il y aura aussi des lois sur la femme Nida. Donc une femme qui est en période de Nida, où un mari ne peut pas s'approcher d'elle, ne peut pas Oui, Oui, bien sûr. Le shiur il est Nishmat Roland Mordechai Ben Mimoun. Alors si une femme a ses règles, alors un homme n'a pas le droit de toucher sa femme, et doit se comporter de façon à avoir quelques mises en garde pour ne pas trébucher avec elle, pour ne pas ni la toucher, ni à dormir avec elle dans le même lit. Maintenant, il y a plusieurs questions. Donc nous, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est les règles qu'il faut avoir. Quelles règles faut-il procéder lorsqu'on est à table avec sa femme, en tout cas lorsqu'on est seul avec sa femme. Celui qui mange avec sa femme lorsqu'elle est nida, eh ben, il y a des règles très particulières à avoir dans la Séouda. Alors déjà, il faut savoir que la règle de base, c'est qu'un homme n'a pas le droit de manger sur la même table avec sa femme, parce qu'il y a un gros risque que, comme on est à deux et qu'on mange ensemble le même repas, on vienne à se rapprocher, et physiquement, et amicalement, et charnellement. Donc, il y a un risque, étant donné qu'il existe un risque de toucher sa femme. Même si elle est au bout de la table. Alors justement, on va voir qu'il y a plein de conditions. Ah. La règle de base, elle est qu'un homme n'a pas le droit de manger sur la même table que sa femme sans mettre un équerre, ce qu'on appelle un équerre, un rappel. D'accord ? Pour dire que si par exemple, un homme il veut s'approcher de sa femme, il passe au travers du équerre, de ce rappel-là, de attention, elle est nida, je ne peux pas la toucher. C'est quoi le rappel ? Et on va voir, ce sera tout le sujet de ce soir. Ah, c'est dans la tête, faut se rappeler ? Qu'est-ce qu'on appelle ? Est-ce que c'est suffisant la tête ? Nous on sait tout le temps que dans la tête, on n'a pas le droit de faire plein de choses, pourtant ça suffit pas. Il nous faut des rappels. Ah, tu mets un peu de fleurs au milieu ? Alors très bien. Alors déjà ce qui est sûr, c'est que même après avoir mis ce équerre là, ce rappel de attention tu ne la touches pas, il y a une règle qui ne bougera jamais, c'est qu'on n'a pas le droit de manger dans la même assiette. Ça c'est sûr. Ça veut dire que si la femme elle est nida, on n'a pas le droit d'avoir une assiette centrale et de manger dans cette assiette centrale. Interdiction. Maintenant, manger deux assiettes séparées, c'est permis, mais sous certaines conditions. Alors, merci beaucoup. Alors, quelle solution les Chachamim vont nous donner pour autoriser un homme de manger avec sa femme sur la même table? Alors déjà, on va mettre en rapport que toutes ces règles ne s'appliquent que lorsque l'homme et la femme sont un sfarad. Pour un sfarad. Un ashkenaz, ça s'applique même lorsqu'il y a des invités. Alors, il faut savoir que toutes ces règles qu'on va étudier là ce soir, elles ne s'appliquent que si l'homme et la femme sont seuls. Mais s'il y a des invités, nous dit l'halakha, même des enfants, ça s'appelle des gens de la maison. Ils sont là, on ne craint pas que l'homme et la femme ils vont se toucher et pas besoin de mettre un équerre. C'est bon ? Donc, si on nous demande quand est-ce qu'on met un équerre, un rappel entre l'homme et la femme, c'est quand elle est nida et que quand on est tout seul. Ah, que toi et elle. Que moi et elle et moi. C'est-à-dire si t'es à la table avec Shabbat avec tes enfants. Avec les enfants, avec des invités, avec la famille, peu importe, pas besoin d'équerre pour un sfarad. Pour un ashkenaz, il faudrait mettre un équerre. C'est pour ça que les gens sont en règle générale discrets quand ils mettent un équerre. Mais nous, pour un sfarad, une bague, ça suffit. Une bague suffit pour être appelé un équerre. On ne peut pas la Un mettre. rappel. Hein ? Non, ça va pas. On ne peut pas la mettre. De quoi pas la mettre ? Si tu ne mets pas la bague, Ça marche pas. Pourquoi Il Si elle faut... met tout le temps la bague et maintenant pile elle l'enlève, dans les périodes, c'est un équerre. Non, c'est pas un équerre. Un équerre, c'est mettre quelque chose. Et ça peut être quelque chose de ne pas faire. Je sais pas, parce que tout le but du équerre et du Tu es chien. habitué à le voir c'est- et tu vois la différence, tu vas te rappeler Oui, tout de suite. mais un équerre, c'est dès que je vois la chose, ça me rappelle quelque chose. Ça me Ouais. rappelle une idée. C'est pas un truc. C'est pas négatif, l'absence de quoi. quelque chose, c'est trop dangereux de dire ça. Ouais. Parce qu'imagine celui qui a complètement oublié, il n'y a pas ce rappel devant lui. Alors, voilà. Donc, en règle générale, un équerre, c'est un objet qui n'a pas l'habitude, qui n'a jamais, comme tu as dit, qui n'a jamais l'habitude d'être posé, qu'on posera sur la table. D'accord ? Entre les deux assiettes des conjoints. Le mari et la femme, ils ont chacun leur assiette. Je dois mettre quelque chose qui n'a pas l'habitude d'être posé sur la table. Exemple, une paire de lunettes. Mais si je te pose une question, est-ce que j'ai le droit de prendre une salière, de la mettre entre son assiette et la mienne ? Non, pas le sel. Pourquoi ? Je sais pas, on dit le sel, ça. Non. Bah, la raison principale pour laquelle le sel s'interdit, c'est que on va s'en servir pendant le repas. Et donc, pendant un moment, je vais enlever le équerre. Ah, c'est quelque chose que tu as pas. C'est quelque chose que je ne dois pas utiliser dans le repas.
C'est pour ça qu'une bague, personne va manger une bague, personne va utiliser une bague en plein repas. Une bague pour un Et sfarad, ça c'est marche. c'est l'homme ou la femme qui doit mettre l'équerre? Les deux. L'un ou l'autre. C'est-à-dire, elle, disons, elle le pose. Est-ce que moi je peux le toucher après ça? Tu peux le toucher, mais pas l'enlever. Parce que le but, il est que tu aies un rappel en continu. Attention, elle est Nida. Attends, parce que ça s'oublie très vite des fois. Des fois, elle vient d'être Nida. Et il y a 2 jours, on était habitué à faire des câlins, à s'embrasser, à se toucher, etc. Bah, des fois, l'inverse, l'effet inverse, il est trop rapide. C'est-à-dire, il y a 5 minutes, je pouvais te toucher, maintenant je peux plus te toucher. Et on va même parler de la halakha. Par exemple, si une femme, et il n'y a pas de équerre, et qu'en plein milieu du repas, elle sent qu'elle a ses règles, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Il faut placer un équerre directement. On n'a plus le droit de manger dans la même assiette. Même s'il y a 3 minutes, on mangeait dans la même assiette. Tu comprends? Parce qu'avant, elle n'était pas Nida, j'avais aucun problème. Maintenant qu'elle est Nida, il faut mettre un objet qui va me rappeler en continu, je n'ai pas le droit de toucher ma femme. Et inversement. D'accord? Donc que ce soit moi ou elle, et ben, si je vois ce équerre, cet objet-là, je ne vais pas la toucher. Alors, et il y a plein de chidushim, il y a plein de nouveautés qu'on n'aurait jamais pensé à ça, et pourtant ça marche en tant que équerre. Par exemple, si chacun a une nappe, ouais. Ou bien si la femme elle mange sur la nappe et moi je mange sur la table nue, sans nappe, pas besoin de équerre. Parce que le fait que moi j'ai pas de nappe et que elle mange sur la nappe, ça s'appelle un équerre. Donc en regardant à chaque fois l'assiette de ma femme, eh ben, je vais me rendre compte qu'il n'y a pas d'équerre, enfin que elle est différente par rapport à moi. Donc ça s'appelle un équerre, ça marchera. Si je prends une bouteille d'eau, mais que je sais que cette bouteille d'eau, on ne va pas l'utiliser, ça marche aussi. Parce qu'à chaque fois que je vais voir la bouteille d'eau, pas le droit de l'utiliser. En fait, tu mets quelque chose que tu peux pas toucher. Exactement. Que tu n'as pas l'utilité en fait. Mais on verra que des fois, même si ça a de l'utilité, ça marche quand même. Par exemple, si une femme, elle a l'habitude de mettre à chaque repas une cruche d'eau, et ben si elle pose cette cruche d'eau, ça ne marchera pas en tant qu'équerre. Bah oui, parce que c'est quelque chose que Ouais. tu utilises. C'est comme le sel, comme tu reviens le sel. Exactement. Mais si elle le sort très rarement, que c'est pas l'habitude J'ai compris. de le mettre sur la table, le fait de le poser, elle va dire ah, est-ce qu'il y a un événement aujourd'hui qui fait en sorte Tout à l'heure, il qu'il a... disait le mot pot de fleurs. Tu mets un pot de fleurs, bon, elle fait ça régulièrement, donc tu peux pas mettre un pot de fleurs. Déjà, ça marche pas si c'est régulier. Si tous les 3-4 jours il va avec un nouveau pot de fleurs et qu'il est posé sur la table pendant le repas, ça peut pas marcher en tant qu'équerre. En tant que rappel. Tu comprends? Parce que les chachamim, encore une fois, étant C'est donné compliqué que. de trouver quelque chose alors que. Non, il y a des milliards d'exemples. Des milliards. Je te dis, une bague ça marche, des lunettes ça marche. Une assiette sur l'autre, Une bague quoi, tu la mets sur la table? tu la mets sur la table, entre les deux. D'après Ah les oui, parce Ashkenazim, que- je sais pas si ça marche. Un Sfarad, je sais que ça marche. Les Ashkenazim, c'est pas assez voyant. Les Ashkenazim. Une bague, c'est pas assez voyant. Ça veut dire, est-ce que tu vas vraiment voir cette bague en plein milieu du repas à chaque fois ou pas? Bah non. Tu comprends? En fait, il y a que toi et elle en fait dans la table. Oui, encore une fois. Mais pour les Ashkenazim, il me semble. Il y a encore personne une fois, qui te regarde quoi. Il me semble qu'il y a encore une fois que pour les Ashkenazim, même s'il y a des invités à table, il faut mettre un équerre. Même s'il y a des invités à table. Ça c'est j'ai dit ça? C'est les Ashkenazes. Chez un Sfarad, il n'y a pas besoin si on n'est pas seul. Mais parce que les Ashkenazim, dans leur état d'esprit, ils craignent beaucoup plus la faute qu'un Sfarad. D'accord? Encore une fois, si l'homme et la femme, chacun a sa place fixe, mais que lorsqu'elle est Nida, elle change de place avec son mari, c'est toi et moi on change de place, ça s'appelle un chinouille, un équerre. À chaque fois que je vais lever les yeux, je vais voir que ma femme n'est pas à sa place, elle est à ma place. Donc ça aussi ça marche en tant qu'équerre, parce qu'en fait, tu as compris le principe, c'est un équerre, c'est juste un rappel dans la tête qui se fait en 2 secondes. Boum, dans la tête. Donc si je me lève les yeux, je vois ma femme qui n'est pas à sa place, ça rappelle dans ma tête le équerre. Ok? Encore d'autres choses. Alors j'ai écrit ici. Donc voilà, pour un salade, il n'y a pas besoin d'une taille en... Ah voilà. En fait, Ça, nous on c'est- est plus souple en fait que les Ashkenazim. En fait. Ouais. J'ai remarqué. Vraiment. Hein? Vraiment. C'est vrai, Je crois que je vais venir c'est acheter. pour moi. Tu veux être plus dur? Hein? T'as dit quoi? Je veux devenir Ashkenaz? Bah ouais. Tu veux Pour être plus galère. Plus Pour avoir plus de galère. Ah ça c'est un gros ridouche parce que les gens ils ne savaient pas ça. Même personne ne savait ça. On a toujours entendu qu'une cruche d'eau on ne pouvait pas l'amener à table. Parce qu'on s'en sert.
Mais si c'est le crujo, Ah, elle ouais. est amenée. Hein, Une deuxième. une deuxième, aussi tu peux pas, ça, tu t'en sers. Par contre, si tu amènes une cruche que tu n'as pas l'habitude d'amener à table, Ouais. étant donné que ça fait un effet dans la tête, ça fait la Ouais, lumière tu- qui vient dans la qu'est-ce tête. qu'elle fout, là Ah, c'est pas normal qu'elle soit là. Ah Si bah, tu ça mets va, une ça. cruche vide, tu peux pas encore l'utiliser. Ça peut marcher en tant qu'équerre. Hein? Ça peut marcher en tant qu'équerre. Ouais, tu mets 2 cruches, une remplie, une vide. Tu laisses la vide. Mais moi, je mange pas. Si j'ai un truc qui me dérange, j'arrête de manger. Bien fou. Alors, maintenant celui qui a pas de équerre sur lui. Imaginons un cas où il a rien, il a pas de bague, il a pas de, il a rien. Il a juste son assiette, l'assiette de sa femme et une table. Qu'est-ce qu'il fait? Alors voilà, on a. Tu mets le sac poubelle au milieu. Il y a plusieurs. Il y a rien. Il a pas de sac poubelle. Il a que rien. Alors, il y a 4 ou 5, il y a 5 propositions qui ont été données par le Rav, par David Yosef. Alors, soit ils changent leur place habituelle, comme on a vu tout à l'heure. La femme, elle prend la place du mari, le mari, il prend la place de la femme. Il y a besoin de rien sur la table, si on change chacun nos places. Soit chacun, il mange sur un torchon. Ouais, mais s'il n'y a pas de place attitrée, comment ils font? Justement, ça marchera pas celui-là. Ah, du coup, il n'y a pas d'autre choix alors. Alors si, chacun prend un torchon. Un torchon, bah, on va l'utiliser pour se réveiller. Non, il y a un autre torchon pour se laver les mains. Un torchon, t'as compris, il faut à chaque fois qu'on utilise un système pour ne pas flancher. Ou bien, celui qui n'a pas de torchon, eh ben, il doit s'asseoir l'un éloigné de l'autre. Par exemple, sur cette table-là, la femme pourra manger en face de moi, mais plus loin. Encore une fois, le fait que je ne pourrais pas me lever et me rapprocher d'elle, parce que le temps que je me lève, je me dirais mince, je ne peux pas m'approcher de ma femme. Ou bien un il mange sur la nappe, et l'autre il mange sur la table qu'on a vu tout à l'heure. Ça on a vu aussi. Non, Alors qu'est-ce qu'on appelle une assiette commune? Une assiette commune de l'interdit, c'est lorsque les deux personnes vont pouvoir manger directement dans la même assiette. Par exemple, s'il y a une assiette de nouilles centrale qui est posée sur la table, l'homme et la femme n'auront pas le droit de manger même s'il y a un équerre. Hein, alors, on fait comment? On fait comment? Tu vas chercher deux assiettes, tu laisses le plateau central, chacun va se servir dans son assiette et manger de sa propre assiette. Bah, c'est logique. Encore une fois, on répète. Non, mais Désolé, tu fais une salade, une grande salade, dans un saladier. pour ça, tu as raison. Et si c'est des pistaches, tu vas voir qu'il y a une différence dans la halakha. S'il y a un plateau Ça d'olive. traduit. Non, regarde. S'il y a un plateau, on n'a pas le droit de manger ensemble. Qu'est-ce qu'on appelle manger ensemble? C'est lorsqu'il y a l'aliment qui part de l'assiette dans ma bouche directement. Ça fait une incidence dans la halakha si je mange des pistaches ou des olives qui proviennent d'un plateau. Si je prends l'assiette qui a des pistaches, je prends et je les mange directement. Oui. Que ma femme, juste après, elle vient et elle mange directement, ben on a mangé de la même assiette. Tu comprends? T'es d'accord avec ça? En fait, il faut que tu prennes, tu mets dans ton assiette. Exactement. Il faut faire un arrêt. Et si t'as pas d'assiette? Bah, tu mets sur une serviette. Tu peux toujours trouver une solution. Ou bien celui qui a Sur vraiment ta rien, main? il va se retenir de Non. manger pendant 5 minutes. C'est pas grave. S'il y a des invités autour, il n'a pas le droit de manger juste après sa femme. Mais attends, s'il y a un intermédiaire entre les deux, ça ne s'appelle plus manger dans la même assiette que sa femme. Tu comprends? Un intermédiaire, c'est quelqu'un. Vous avez compris? On est des invités à table. Il y a ma femme, moi Et quelqu'un d'autre. et quelqu'un d'autre. Et ben, si ma femme elle se sert directement l'assiette qu'elle mange, et ben, quand elle va me passer l'assiette, je le passerai à mon copain. Et après, moi-même, je me servirai. Ça ne s'appelle plus que j'ai mangé après ma femme. De la même assiette que ma femme. Alors, encore une fois, toutes ces halakhot là, on en a parlé la semaine dernière, la semaine d'avant, il y a 3 semaines, c'est ce qu'on appelle des achakot, des mises en garde. Ça veut dire que, étant donné que l'état d'esprit d'un homme est différent chez chacun, et que chacun a des idées complètement personnelles avec une femme, chacun a ses propres envies avec sa femme, et ben les chachamim, ils ont pris un peu de recul, nos chachamim, pour dire que, bon, étant donné que, en temps normal, bon, tout le monde aime regarder le corps d'une femme, mais bon, lui, il a plus d'intérêt à ça. Ils ont pris du recul, ils ont pris de la hauteur, et ils ont interdit tout. Ils ont fait un sac global avec tous les états d'esprit des hommes pour interdire à un homme de flancher. Parce qu'on sait très bien que la halakha dit que une femme, à partir du moment où une femme elle a ses règles, jusqu'au dernier jour de ses règles, elle devra faire une bdika. Après cette bdika, s'il n'y a aucune trace sur ce tissu témoin-là, elle devra attendre 7 jours complets, faire encore une vérification intime,
Et ensuite, si cette vérification intime est propre, elle pourra se rendre au mikvé. Et là, elle sera entièrement autorisée à son mari. Avant ces 14 jours, on va dire ces 12 jours, parce qu'en moyenne, la femme elle a ses règles 4 ou 5 jours, plus 7 jours, on va dire allez, 12 jours en moyenne, cette période-là, la femme n'a pas le droit de toucher son mari et inversement. Donc finalement, les Chachamim, ils ont craint que l'homme et sa femme, à cause du manque des 12 jours où ils ne pourront pas se toucher, eh ben ils vont flancher une fois, 2 fois. Et le problème avec un homme, c'est quoi? C'est que quand on Donc lui a c'est 5 et autorisé, 7, c'est ça? en moyenne, ça dépend. Si la femme, elle a plus, ça dépend. elle a plus de 100, 5 peut être jours six, ça peut être de... six. 5 jours de... en réalité, Ouais, c'est Mida, ouais, minimum du 4 jours parce Ouais, et que 7 jours de propriété. toutes les femmes quasiment, dans la grande partie des femmes de nos jours, 90%, eh ben, elles ont des règles un minimum de 4 jours. C'est rare d'avoir moins, c'est quasiment impossible. Il y en a qui en ont pour 5 jours. Il y en a qui en ont 6 jours. Il y en a même qui en pourront en avoir 7 jours. Les femmes qui ont 7 jours devront attendre le dernier jour où il n'y a plus de règles, plus de traces, faire une vérification Et après, c'est et attendre que ce soit propre. Si elle n'est pas propre, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il y a des rabbanim qui ont été formés à ça, à reconnaître les couleurs quand est-ce que c'est du sang, quand est-ce que c'est muqueux, quand est-ce que ça provient de l'intérieur, par l'intérieur. Ils ont été formés à ça. Énormément de petits codes, ils ont été vérifiés pour comprendre. Et c'est pour ça que les femmes, quand elles font leur vérification, elles ont un doute sur la qualité, on va dire, quel est le din, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit. Et elles vont ramener un rabbin qui va vérifier et qui va lui-même juger est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. S'il dit c'est bon, elle pourra commencer dès le lendemain son cycle des 7 jours de propreté. Ce qu'il faut savoir, messieurs, c'est que pendant les... Parce que souvent les gens ils nous disent oui mais ça va, elle a plus ses règles, donc ça sert à rien d'attendre les 7 jours. Alors nous dit la Torah que ce soit du premier jour jusqu'à la fin des 7 jours de propreté qui suit l'immersion au mikvé, la femme a le même statut. Elle s'appelle autant Nida. Ça veut dire que qu'elle ait du sang, ou elle ait plus de sang, ou qu'elle soit la veille de son mikvé, ou bien 1 heure avant son mikvé. Même si l'homme il va dire bah ça va, elle a plus rien, elle est propre vraiment, et bien la femme s'appellera d'après la Torah Nida. Et tant que la femme n'est pas sortie du mikvé après toutes ces étapes là, il est formellement interdit à un homme de toucher sa femme et ni la femme toucher son mari. Alors des fois ça peut être très dur, mais doucement, on voit que si j'arrive à me travailler aujourd'hui, je peux me travailler demain. D'ailleurs on raconte, je sais plus c'était quel rave, je crois que c'était Rav Eliashiv, je sais plus quelle histoire. Bon, il devait dans la Gestapo, il était en Russie, il faisait très froid ce soir-là. Il devait monter la garde avec les bolcheviks, bon, l'armée russe, tout ça. Et il faisait très froid ce soir-là. Et on lui a donné un manteau. Mais ce manteau contenait du lin et de la laine, qui est ce qu'on appelle un habit formé de chatnez. La Torah nous interdit de porter un chatnez. Mais d'un autre côté, la Torah nous dit il faut vivre avec les mitzvot. Il ne faut pas que les mitzvot nous tuent. C'est pourquoi celui qui a un risque de mourir à cause d'une mitzvah, il a le droit de l'enfreindre la mitzvah. À part 3 mitzvot. Le meurtre, l'avodazara, si on nous dit prosterne-toi, ben il faut mourir, et les relations interdites. Ces 3 vérotes-là, même s'il y a un djihadiste qui pointe en disant tu dois coucher avec cette femme, et ben l'homme doit dire je préfère mourir. D'accord? Parce que c'est des relations interdites. Et donc ce rave-là, qui était en Russie, il avait le droit de porter son manteau. Parce qu'une mitzvah doit faire vivre un homme, ne doit pas le tuer. Mais il a dit, je connais la halakha elle me dit que j'ai le droit de porter ce manteau. Mais vous savez quoi? Je vais attendre 5 minutes. Il était en train de geler, il attendait 5 minutes, il était très fier de lui parce qu'après 5 minutes, il était frigorifié le type. Mais il a dit, j'ai tenu. Bon, tu sais quoi? J'ai tenu encore 1 minute. Dans 1 minute, je mets mon manteau. J'ai le droit, je sais que j'ai le droit. Mais ça va, je peux me battre encore 1 minute. Et il s'est battu contre lui-même 1 minute. Et ainsi de suite, il se battait chaque minute. Et les doigts devenaient de plus en plus glaciales. Et l'hiver était de plus en plus froid. Et il tenait, il disait, allez, encore 1 minute. Jusqu'au moment où il a vu l'aube qui était en train d'arriver. Et le chef de l'armée russe qui dit, mais tu es fou, tu n'as pas mis le manteau, va dormir, quelqu'un va te remplacer maintenant parce que tu as fini ta mission, tu as fait tes 8 heures. Et des années après, c'était un Rosh Yeshiva, il raconte comment j'étais fier de moi d'avoir tenu 1 minute, juste 1 minute. Mais cette minute m'a sauvé de ne pas transgresser une mitzvah, même si j'avais le droit de la transgresser. Donc il faut savoir que
une femme, elle est interdite à son mari pendant 2 semaines, mais en moyenne, elle est aussi autorisée à son mari pendant 2 semaines. Et bon, faut juste se dire à chaque fois qu'on est tenté, je peux essayer de me retenir encore. Allez, j'ai tenu aujourd'hui, je peux tenir encore demain. Allez, son milieu, dans 3 jours, je peux tenir. Et comme ça, se battre à chaque fois et nous promettre les chachamim. Et c'est très légitime et c'est compréhensible que après une attente sérieuse, après avoir respecté les règles que nos chachamim nous ont ordonnées lorsque la femme était nida, quand le mari retrouve sa femme, il retrouve sa femme comme le soir du mariage. Et c'est toujours comme ça. Maintenant, donc on a répondu encore une fois à la question. Qu'est-ce qu'on appelle une assiette commune? C'est lorsque l'homme et la femme vont manger directement de l'assiette l'aliment. Mais s'il y a un temps d'arrêt entre les deux, ce sera permis. Voilà pour les lois de Nida de ce soir. Alors, un petit point sur la paracha. Alors, la semaine dernière, on a raconté l'histoire de Pinchas. C'était qui Pinchas? C'était un monsieur qui a vu le prince de la tribu de Shimon, un homme d'une extrême importance, prendre une femme de Midian, Midian étant l'ennemi juré des Bnei Israël, l'amener devant Moshe Rabbeinu et dire à Moshe, dis-moi cette femme, elle est autorisée ou elle est interdite? Et attention Moshe, t'as pas intérêt à me dire qu'elle est interdite, parce que toi ta femme, elle provient aussi de Midian. Sauf que ce qu'il ne savait pas ce prince, c'était que Moshe s'est marié longtemps avant d'avoir reçu la Torah et d'avoir l'interdit de se marier avec une femme de Midian, premièrement. Deuxièmement, quand il a pris cet interdit, il a voulu se séparer et c'est Dieu lui-même qui lui dit, reste avec ta femme. D'accord? Et tellement Moshe a eu honte de la réaction de ce prince d'une tribu entière du clan d'Israël, il n'a pas réussi à répondre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur-là, qu'on appellera Zimri Ben Salou? Il a pris cette femme, il l'a arrachée par les cheveux, cette fille de Midian, qui était la fille du roi de Midian. Et il l'a amenée dans une tente, et ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Pinchas, il voit ça, tout le clan d'Israël autour comprend ce qui se passe dans la tente. Pinchas prend une lance, il va transpercer, il va embrocher les 2 personnes pour sauver le Kiddush Hashem. Alors la semaine dernière, on a dit, oui, mais c'est un tueur, il a tué. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde lui reprochait. Vient Kadosh Baruch Hu nous dire, Pinchas était un Kohen. Et grâce à l'action qu'il a eue, il aura une prêtrise, il sera Kohen à tout jamais. Pourquoi à tout jamais? Quel rapport entre l'action de Pinchas et cette récompense? C'est quoi cette récompense? En fait, il faut savoir que un Kohen, quand il va tuer une personne, il perd ses valeurs de travail. Il ne peut plus travailler dans le Beth Amikdash, il perd tout son titre de Kohen. Et vient Kadosh Baruch Hu nous dire, Pinchas, tu as tué quelqu'un, mais ce que tu as fait, c'était du Kiddush Hashem. Tu as sanctifié mon nom. Devant tout le monde, il a profané mon nom. Il a pris une femme de Midian. On devait tous les tuer. Et toi, Pinchas, tu as réussi à venger le nom d'Akadosh Baruch Hu, à protéger tu as fait du Kiddush Hashem. Tu auras une prêtrise à tout jamais. Fin de la paracha de Pinchas. On s'arrête là. Cette semaine, on a une paracha qui est très longue. En réalité, ce sont 2 parachas collées, Matot et Massé. Et dans la paracha, toute la première partie de la paracha va nous parler des vœux. On ne comprend pas pourquoi. Un homme qui fait un engagement, il doit le tenir. Lo yachel devaro, il ne rendra pas ses paroles des paroles profanes. Un homme qui s'engage, ça va être un mec, un bonhomme. Il doit pouvoir tenir à ses engagements. On ne comprend pas. Quel rapport? On sait à chaque fois qu'une paracha, elle a un lien avec la paracha précédente. Dans la paracha précédente, Moshe a ordonné à tout le clan d'Israël, allez tuer Midian, il faut les tuer. Ils nous ont fait tomber dans la Avodah Zara et dans les relations. Il faut vite les tuer pour venger le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vite, dépêchez-vous. Fin de la paracha de Pinchas. On arrive à la paracha de Matot. Aucun rapport. On nous parle des vœux et il faut faire des vœux. Attention, c'est très grave. Celui qui ne tient pas sa parole, il a des conséquences très graves. Il faut savoir tenir sa parole. Fin de la paracha, la partie des vœux. Et on revient après. Bon, vous savez, les Bnei Israël, est-ce que vous êtes prêts à combattre Midian? On va combattre Midian. Qu'est-ce que cet aparté vient faire entre l'histoire? On a une histoire du style A, B, A. Midian, les vœux, on revient sur Midian, c'est pas chronologique, il y a un problème dans l'histoire de la paracha. Surtout que lorsqu'on va parler de Midian, de la guerre contre Midian, qu'est-ce que le pasteur va nous dire? Il va nous dire, juste après avoir parlé des vœux, il va dire, tu sais quoi? Toi tu vas prendre Pinchas, Ishlachota Moshe Elef Lamaté, il y avait 1000 personnes par tribu, ça faisait 12 000 personnes. Vous me dites si vous ne comprenez pas quelque chose. J'essaie d'être le plus clair possible. Et tu enverras Pinchas, le fils de Aaron HaKohen, à l'armée. Pourquoi Pinchas?
normalement, ça devait être Elazar, son père. Elazar, c'est le fils de Aaron à Cohen. Donc on a Moshe, qui a un frère qui s'appelle Aaron. Ok. Aaron, il a un fils qui s'appelle Elazar. Et Elazar a aussi un fils qui s'appelle Pinchas, le petit-fils de Aaron à Cohen. C'est ce petit-fils-là qui doit aller à la guerre, au front. Viennent les commentateurs, Rashi vient nous dire, mais non, c'est Elazar. Pourquoi? Parce que la différence des nations, les Bnei Israël, quand ils vont à la guerre, c'est le roi qui est à la tête. Il doit montrer l'exemple. Et il nous dit Rashi, c'est pas comme les autres nations du monde où le roi il est assis avec sa pizza en envoyant les autres à la mort. Non, un roi chez Bnei Israël, il montre l'exemple. Il faut aller se battre. Et vous allez voir à la fin de la paracha, c'est très intéressant. Ils vont pour aller à la guerre et on va voir ce qui va se passer. Donc nous dit Rashi, pourquoi Pinchas? Il donne plusieurs explications, mais on va en faire que deux. Premièrement, parce que Pinchas valait tous les Bnei Israël en un coup. Il avait une force surhumaine. C'était le Hercule initial. Il y avait tout les Bnei Israël qui allait se battre contre Midian. Pinchas à lui tout seul pouvait faire Midian. Première explication. Deuxième explication beaucoup plus profonde. Elle est extraordinaire. Nous dit Rashi. Mi sheitril ben mitzvah igmor. Magnifique. Pinchas, quelle action incroyable avait-il fait? Il avait tué le prince de la tribu de Shimon du clan d'Israël parce qu'il avait profané le nom divin. Pinchas, il faut finir ta mission. Misheitril ben mitzvah, tu as commencé par une mitzvah extraordinaire, va jusqu'au bout. Et ça, c'est un des problèmes les plus conséquents qui existent dans notre vie. C'est que on écoute un cours de Torah qui nous a fortement frappé, il nous a réveillés. Pendant le cours, j'étais chaud. Je me suis dit, ça y est, je vais avancer, je vais faire un pas vers un Kadosh Baruch Hu. Je sais que c'est ça le Hémet et que je dois avancer. Mais au fur et à mesure du temps, le réveil s'endort, le village s'endort. Et c'est ça qui est triste. Et donc on a besoin à nouveau d'un réveil. Nous dit Rashi, c'est très important. Pourquoi Pinchas doit aller à la guerre avec les autres et c'est pas son père Elazar qui a été le manhig, le dirigeant qui aurait dirigé l'armée? Non. Parce que Pinchas a commencé dans un projet de sanctifier le nom divin, il doit finir ce projet. C'est compris ou pas? Et donc, on comprend maintenant le lien qu'il y avait entre la fin de la paracha de Pinchas, où il devait se battre contre les Midianim, avec une aparté, une parenthèse qu'on ne comprend pas. Tu me parles des vœux? Bien sûr. Dans les vœux, on dit Lo Yachel Devaro. Un homme doit accomplir ce qu'il dit. Dans Baruch Shamar, qu'on lit tous les matins, on dit Baruch Omer VOC. Béni soit celui qui parle et qui agit. On aime les gens qui ont du courage. Ah, mais je suis fatigué, j'ai dit que j'allais faire une Mishnah ce soir, j'allais faire 5 minutes d'études. Je m'endors, j'ai rendez-vous. Oui, mais est-ce que tu fais des 5 minutes d'études? J'ai vu une vidéo tout à l'heure de Rav Eliashiv, qui était le Posek Ador de la génération précédente. Il nous a quittés en 2012. Ses journées étaient de 3h jusqu'à 23h. Il dormait ensuite. Il ne lâchait pas son étude, son érudition était phénoménale. Et l'avantage, ou l'inconvénient, c'était que les députés, les premiers ministres, tout le monde venait le voir pour lui poser des questions. Il avait un cerveau extraordinaire et il avait toujours les bonnes réponses à ceux qui avaient des questions. Une fois, il y avait un député, son fils qui ne dormait pas à cause de ses enfants, il voit son père, Rabbi Eliashiv, se réveiller à 2h30 du matin. Il dit, papa, t'as une demi-heure d'avance? Il dit, je sais mon fils. Mais je me bats contre moi-même parce que hier, le député, je suis resté une demi-heure de plus que ce qui était prévu. Donc je suis obligé de rattraper ma demi-heure. Je ne peux pas, je me suis engagé de 3h jusqu'à 23h. Mais c'est énorme, 3h. Alors on ne demande pas d'être comme ça. Mais juste de pouvoir faire partie de ceux dans lesquels on va parler. On va dire Baruch Omer VOC. Lui c'était un mensch. Lui c'était un guerrier. Il s'est engagé, il a tenu son engagement jusqu'au bout. Il s'est endormi sur sa page de Gemara. Mais il a dit qu'il ne dormirait pas tant qu'il n'a pas fini. Il ne dort pas tant qu'il n'a pas fini. Baruch Omer VOC. Voilà ce que fait ce passage en plein milieu de la paracha. Ça veut dire, maintenant on comprend, Pinchas, il avait fait un acte héroïque. Il fallait tuer Midian. Alors vas-y, parle-moi de la guerre de Midian maintenant. Non, on va faire une parenthèse qui est très importante pour le clan d'Israël, pour chaque être humain. On va parler des vœux, la force des vœux. Et après, on va nous parler de la conquête de Midian. Mais qu'est-ce que ça me fait ce rapport? Quel rapport il y a avec ce vœu? Maintenant, j'ai compris. Pinchas fait partie des gens qui ont parlé, qui ont commencé un projet, qui sont allés jusqu'au bout. Ça, c'est le premier point qui est très important pour nous ce soir. Maintenant, deuxième point. On va arriver pour faire la conquête d'Eretz Israël. On est à l'entrée d'Eretz Israël. Il y a 3 tribus. Gad,
Réhouven et la moitié de la tribu de Ménaché, ils sont là en disant mon cher Rabbeinu, je sais que tous les Jvatim, on a un but précis, c'est de monter en Eretz Israël. Mais nous, on a un grand troupeau. Et je sais que à l'extérieur d'Eretz Israël, avant de traverser le Jourdain, il y a des villes qui sont remplies de pâturages. C'est exactement ce qu'il nous faut pour nos troupeaux. Alors, Moshe, est-ce que tu nous autorises à rester ici? Moshe, il va s'énerver contre eux. Il va leur dire quoi? Tu crois que les autres vont faire la guerre pendant que toi t'es tranquille avec ton bétail et est en train de leur faire à manger, tranquille? T'as cru que c'était comme ça la vie? C'est interdit. T'es en train de refaire les mêmes erreurs que tes pères ils ont fait. Ils ont refroidi le clan d'Israël qui avait un projet. On avait un projet de rentrer en Eretz Israël. Et là, il y a des explorateurs qui sont venus, qui ont dit ouais, la terre d'Israël elle est nulle. Ils ont refroidi le projet. Et à cause de ça, la punition d'Akadosh était très dure. Tous ceux qui se sont plaints ne pourront pas rentrer en Eretz Israël. T'es en train de faire la même bêtise, t'es en train de refroidir le projet. Pourquoi eux ils vont se battre et toi tu vas rester tranquille, tu vas rester peinard avec ton troupeau comme ça en train de manger? Et là, Gad qui va répondre mais moi je vais au front, moi j'ai pas peur d'aller au front. Réhouven, Gad et nous et la moitié de la tribu de Ménaché, on va aller au front, on va faire la conquête d'Israël. Elle a duré 7 ans la conquête d'Israël. Et tu sais quoi Moshe, on s'engage nous aussi que lorsque chacun n'a pas eu son héritage à la terre d'Israël, on rentrera pas chez nous. Alors juste, on va laisser les enfants ici, on va laisser les troupeaux ici, nous on va aller à la guerre avec tout le monde. Mais ne crois pas Moshe qu'on veut rester peinard, pas du tout. C'est juste que on connaît notre place. Ça c'est le deuxième point qui est très important ce soir. Ils ont vu que la terre, avant d'entrer en Eretz Israël, elle était propice pour eux, pour le troupeau. Et donc ils se sont pas fait avoir par un effet de mode que tout le monde connaît. Non moi le premier parce que pendant longtemps, jusqu'à avoir vu cette paracha aujourd'hui, je me suis senti très concerné par cette paracha. Parce que je voyais tout le monde, beaucoup de mes copains faire la Aliyah en disant ça y est, on va faire. Mais ils avaient des projets là-bas. Moi j'ai déjà une place ici, j'essaie d'avancer un peu plus. Mais lorsque j'ai vu cet effet de mode, tout ce monde partir en Eretz Israël, je me suis dit je vais les suivre. Mais dans la paracha de la semaine, on voit qu'il faut connaître sa place. Il y a 2 tribus et demie qui, connaissant leur place, ils ont dit nous on est mieux ici. Ah mais c'est une maison en Eretz Israël. Oui mais je suis bien ici. C'est-à-dire j'ai ma force, je peux me développer, je peux être un meilleur être ici qu'en Israël. En Israël, je sais pas ce qu'il y a à. Je sais que ici, c'est fait pour moi. C'est un endroit où je peux faire brouter mes animaux, où je peux faire grandir, je peux faire quelque chose. Là-bas, je sais pas comment ça va être. Et nous dit la Mishnah, messieurs, quelque chose de très très important. Zelo makom sheose et adam. Cette phrase, ça peut être un slogan pour nous éduquer dans la vie. Zelo makom sheose et adam. Ce n'est pas l'endroit qui fait une personne. Aval adam oset makom. C'est la personne qui fait l'endroit. Et ça, on le voit. On peut être avec des copains dans un endroit isolé, dans un endroit nul, désertique. Si on est avec nos copains, on kiffe. Ah, mais l'endroit, il est nul. Oui, mais c'est pas l'endroit qui fait quelque chose. C'est nous-mêmes qui créons quelque chose. Qui allons créer quelque chose. Je vous donne un autre exemple. Armentières. Voilà. La ville de Armentières. C'était une ville inconnue. C'était la forêt. C'était des babos là-bas. C'était que des. Il n'y avait pas de vie. Une personne très sérieuse dans la Torah a dit je vais aller là-bas. Et je vais me centrer moi tout seul, je vais travailler. Il a fait grandir son travail. Et Armentières est devenue une ville de Torah, une ville isolée dans un monde. Mais il a donné de la vie. Parce que la personne avait un potentiel de créer une vie dans un endroit. Et nous, on a malheureusement la mauvaise pensée de dire que c'est l'endroit qui va me créer. Et le problème, c'est quoi? C'est que c'est lui qui est dépendant. Dépendant d'un endroit, par exemple. Il va dire, j'ai vu mon copain qui a réussi là-bas. Oui, mais ton copain il était indépendant. Il aurait été n'importe où, il aurait réussi à s'en sortir. Toi, tu as vu ton copain en Israël, t'as dit, bon, tu sais quoi, je vais aller en Israël, parce que peut-être que ça va être mieux là-bas. L'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Étant donné que tu as été dépendant d'un endroit, bah, tu vas te faire bouffer comme les autres là-bas. Tous ceux, tu vas faire partie des 3/5 qui re-rentrent d'Israël en France, ta alliance ne va pas marcher. Parce qu'une alliance, c'est d'abord une montée spirituelle. Il faut comprendre pourquoi on monte en Israël. D'ailleurs, nous disent les Mefarshim, dans la paracha de cette semaine, il ne faut pas monter en Eretz Israël si on n'a pas brûlé là Vodazara. C'est très important de monter en Eretz Israël. C'est plus spirituel que matériel. Nous, on pense que, allez, on va aller à Natania, on va aller au Leonardo, on va truc. Il y a en plus Eden Beach en bas, truc, on va kiffer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous dit la paracha, et c'est un passage clair dans la paracha. Un homme qui veut monter, vivre en Eretz Israël, il doit avant tout supprimer la Vodazara, éradiquer le mal. Parce que Eretz Israël est un pays de spiritualité. Si je viens avec ma matérialité, mon esprit de matérialité, bah je vais gâcher la terre d'Israël et je vais gâcher mon entourage. Et le pire, c'est que ça va pas marcher sur moi.
nous disent les Mefarshim. Donc, déjà, ce qui est très important, c'est que c'est pas l'endroit qui va faire la personne, c'est la personne qui fait l'endroit. Rav Rosenberg, qui nous a quittés il y a 3-4 ans, Rav Remzi Rosenberg, je ne sais pas si vous connaissez, c'était le Rav d'une synagogue qui s'appelle la Rachishul, Gare de l'Est. C'était un des plus grands rabbins de toute la France. Il avait un niveau d'érudition extraordinaire. Il répondait à tout le monde. Il avait une connaissance parfaite autant dans le Code, autant dans le Kodesh que dans le Chol. Il avait une culture générale phénoménale. Il connaissait tout. Il était à Gare du Nord. Et je l'ai entendu dire que il ne sait pas pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu l'a mis ici. Dieu il l'a mis ici, il ne sait pas pourquoi. Il est ici. Je suis ici. Je dois être du mieux que je peux. Je dois produire le plus possible. Et c'est ça qui est très fort chez un homme. Quelqu'un qui sait s'engager, peu importe où il est. Quelqu'un qui est dépendant. Et voilà, ça c'est très important. Et deuxièmement, on dit que quelqu'un qui est Makir et Mekomo, qui connaît sa place, lui il va produire, il va avancer dans sa vie. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants de la tribu de Réhouven, Gad et Khatzim Naché. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ne crois pas qu'on ne veut pas se battre. On va se battre nous aussi. On a compris que dans la vie, pour réussir, il fallait se battre, quoi qu'il arrive. Si ce n'est pas nous qui allons nous battre, ce sera le Shilton, l'armée qui va nous battre. Mais quoi qu'il arrive, on est là pour avancer. On connaît notre place. On va se battre, mais on va revenir ici. Pourquoi ? Parce qu'on sait que là, on peut produire. Dans chaque endroit que Dieu nous a amené, on a un potentiel de grandir, de développer un état d'esprit de Ben Adam, d'un homme, pas une BMA. Un homme, c'est la fusion, un être humain, c'est la fusion entre une âme divine et une âme animale, qui vont être tout au long de leur vie collées, mixées, et à chaque fois, on va voir est-ce que c'est l'âme animale qui va gagner ou c'est l'âme divine. Et on le voit à travers les femmes, on les voit à travers la nourriture. Est-ce que je mange pour... Oh, c'est très difficile encore une fois parce que l'âme animale a beaucoup plus de facilité à nous faire flancher, si ce n'est l'âme divine qui est là pour nous renforcer. Et nous dire à Dessler, j'ai entendu aujourd'hui, pourquoi est-ce que... On va finir sur ça. Pourquoi est-ce qu'un homme, il est toujours, en Ben Israël, il est toujours méboulbal, il est toujours perturbé, il a toujours un doute. Parce que justement, il a ces deux âmes, l'une qui veut l'empêcher, qui veut l'encourager à fauter, et l'autre qui va lui dire, tu sais que c'est pas bien, t'es en train de fauter, protège tes yeux, protège ta bouche, protège tes oreilles. Et l'autre qui dit, mais non, il faut. Et sans cesse, le Ben Israël, il est comme ça en train de se battre. Je peux le faire, je peux pas le faire. J'ai tellement envie, ça me démange. Vas-y, retiens-toi encore un petit peu. Et ça rend fou, mais ça construit. Et à chaque fois, on monte encore une marche. Et quand on regarde en bas, on voit quel niveau on a réussi à avoir. Voilà, monsieur, je vous souhaite de pouvoir connaître notre place et de pouvoir avancer sans cesse dans le chemin de la Torah Bezrat Hashem.